Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Gloria et aujourd'hui je vous propose une sorte de nouveau concept que j'ai appelé le vendredi vintage. Vendredi parce qu'on va essayer d'uploader une vidéo tous les vendredis, et vintage parce qu'on va s'intéresser aux films et séries qui ont au moins 10 ans, parce que dans ma tête c'est le critère pour qu'un film soit considéré comme vintage ou alors rétro, tu vois, un peu vieux, tout ça. Bref. Et du coup, pour cette première édition du Vendredi Vintage, je vous propose de plonger dans les années 70, plus spécialement en 1972, au moment où sort le film Blacula. Blacula est la première adaptation du célèbre roman Dracula de Bram Stoker à choisir un acteur noir pour incarner le rôle du fameux vampire, et c'est un succès immédiat. Vraiment, les foules apprécient, les foules aiment ce qu'ils voient au cinéma. Mais avant que je vous en dise plus, générique. Du coup, avant d'entrer dans le détail de ce vendredi vintage, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à vous abonner, franchement ça me ferait plaisir. N'hésitez également pas à commenter en fin de vidéo. Et voilà, histoire qu'on soit dynamique ici, back and forth, tu vois, c'est du tennis. Je vous donnais, je donne, on se donne ensemble, ça fait plaisir. Retour à la vidéo. Petit résumé du film Blacula que j'ai repris mot pour mot chez Wikipédia. En 1780, le prince Mamou Waldé est transformé en vampire après avoir rendu visite au comte Dracula. Condamné à vivre dans un cercueil, il est réveillé en 1972 et sème la terreur à Los Angeles. Alors, tout d'abord, les raisons qui ont motivé la production du film Blacula sont bien sûr économiques. En effet, dans les années 70 est présent le courant qu'on appelle Blaxploitation. Ce courant est propre au cinéma et en fait, il vise à changer l'image stéréotypée des personnes noires dans les films. Et du coup, parmi les stéréotypes les plus présents, on a l'oncle Tom, c'est-à-dire une personne noire hyper conciliante qui ne voit pas le mal en fait à sa condition et qui va défendre son maître bec et ongles. Et on peut voir un exemple de l'oncle Tom dans le film Disney, Les Mélodies du Sud, qui a, je crois, été dans la sauce, justement à cause de cette image de l'oncle Tom. Bref, on peut aussi citer le fameux homme noir sauvage, tel qu'il est représenté dans le film Naissance d'une nation. La maman hyper dévouée qui va prendre super soin des enfants de ses maîtres, limite, ce sont ses enfants. Comme on peut le voir dans le film Autant en emporte le vent, qui a également été un peu dans une petite sauce. Un autre stéréotype présent au début du cinéma, enfin au moment où on choisissait de mettre en avant des personnes noires, c'est le métis au destin tragique, tel qu'on peut le voir dans le film Imitation of Life, ou en français je crois qu'il s'appelle Image de la vie. Donc voilà, tous ces films datent des années 30-40, voire même un peu avant, donc ce sont vraiment de très très vieux films. Pour le coup, ils entrent bien dans la catégorie vintage, mais ils donnent en fait le ton sur la manière dont les personnes noires vont être représentées et vont être perçues au cinéma et même en dehors du cinéma. Donc voilà, ce sont ces stéréotypes que le courant Blaxploitation cherche à contourner. Du coup, les films de ce courant sont principalement destinés à la communauté afro-américaine. Mais en fait, il va se passer quelque chose. Alors oui, ces films ont beaucoup de succès au sein de la communauté afro-américaine, tellement de succès d'ailleurs que ça va motiver les sociétés de production à en faire plus. Mais les films du courant Blaxploitation ont également du succès en dehors de la communauté noire. Donc on peut dire que ça plaît presque à tout le monde. Non seulement le courant Blaxploitation plaît au-delà de la communauté afro-américaine, mais en plus de ça, ce genre de films sont moins chers à réaliser que les films hollywoodiens classiques. Et pour Hollywood, il en fallait pas plus. Les producteurs ont senti, que dis-je, ils ont reniflé vraiment... Ils ont reniflé la bonne affaire, des films pas chers à réaliser et qui en plus de ça font un maximum de bénéfices. Sign me the fuck up. Pour en revenir au film Blacula, eh bien c'est certes un film qui entre dans le courant Blaxploitation, mais c'est également un film d'horreur. Ce qui est une première dans le courant qui a plus l'habitude en fait de mettre en avant des films policiers, des films de gangsters, des films de Mac, etc. Donc réaliser un film tel que Blacula, ça peut être un risque, vu qu'on sort de ce qu'on a l'habitude de voir dans le courant Blaxploitation, mais ça reste tout de même un petit risque, étant donné que dans les années 70, eh bien, les films d'horreur, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est même un genre qui a du succès. Donc en prenant tout ça en considération, vraiment les années 70 étaient la bonne période pour créer un film d'horreur avec un protagoniste noir. Mais du coup, ma question c'est, est-ce que c'était vraiment nécessaire de créer un film d'horreur avec un personnage noir qui certes ne meurt pas dans les premières minutes du film, qui certes n'est pas là pour jouer le comique de service, mais qui incarne un vampire, un monstre. Je vous rappelle qu'un des stéréotypes que le courant Blaxploitation cherche à éviter, c'est justement celui où la personne noire est représentée comme un sauvage, un monstre sanguinaire. Sans vampire, sans
Du coup, ma question c'est pourquoi faire un film qui semble surenchérir sur le trope de l'homme noir sauvage en quête de chair fraîche et idéalement blanche? Est-ce que c'est une bonne idée de représenter les personnes noires dans des rôles tels que des zombies, des vampires, des loups-garous, sachant que leur statut de personne noire dans une société majoritairement blanche les amène déjà à se sentir autres, à se sentir pointés du doigt, à se sentir en dehors de la norme? On va tenter de répondre à ces questions en analysant vite fait le film Blackula. So without further ado, let's dive into it. À première vue, le personnage de Blackula suggère qu'il est ce monstre, ce stéréotype de l'homme noir sauvage qui en plus est un vampire. Et pas vos bêtises de vampire à la Twilight qui brille au soleil et qui appelle ses enfants Renesmée, hein. Non, 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 non. Ici, on est dans le vampire de la première heure, cet être démoniaque, bestial qu'il faut à tout prix tuer. Jusqu'à là, il n'y a rien de positif dans le personnage de Blackula. Il n'y a rien qui le démarque en fait des anciennes représentations des hommes noirs avant ça au cinéma. T'enlèves le côté vampire suceur de sang et tu te retrouves avec le même personnage que dans le film Naissance d'une nation. C'est-à-dire, encore une fois, un homme noir who wants to get some white meat, if you know what I'm saying. D'ailleurs, pour promouvoir le film Blackula, les producteurs ont choisi de jouer sur ce stéréotype de l'homme noir menaçant. Une des affiches du film montre Blackula en train de mordre le cou d'une femme blanche, alors qu'il n'y a pas cette scène dans le film. Cette scène, elle n'existe pas. Et en fait, c'est quand même fou de se dire que pour promouvoir un film destiné à la base à la communauté afro-américaine, eh bien, les producteurs n'ont pas hésité à le promouvoir à travers un stéréotype, à jouer sur le stéréotype de l'homme noir menaçant. Et du coup, ça peut suggérer qu'au sein de la population américaine, afro-américaine, blanche américaine, en tout cas dans la société américaine des années 70, on n'imagine pas voir évoluer des personnes noires dans d'autres rôles que celles que le cinéma leur a attribuées au départ. Avec cette affiche, on reste dans une certaine norme. Cette affiche montre une dynamique entre l'homme noir et la femme blanche qui, comme je le disais avant, reste dans la norme que le cinéma a fixée. Encore une fois, l'homme noir est présenté comme cet être menaçant et bestial, et la femme blanche est cet être pur qu'il s'agit à tout prix de sauver. Et pourtant, c'est pas pour rien en fait si le film Blackula fait partie du mouvement Blaxploitation, un mouvement, je vous le rappelle, qui essaie de changer, améliorer l'image des personnes noires au cinéma. Même si le film met en avant un homme noir monstrueux de par son côté vampire, eh bien, il ne raconte pas l'histoire de Blackula de la même manière que les autres adaptations plus classiques de Dracula. Première grande différence, Blackula, c'est pas son blaze en fait. Le personnage qu'on appelle Blackula n'est pas un vampire à la base. Contrairement au comte Dracula qui lui, dès le début de l'histoire, eh bien, il est présenté comme ce monstre assoiffé de sang. Si vous vous rappelez mon petit résumé en début de vidéo, Blackula à la base c'est un prince d'Afrique qui s'appelle Mamuwalde et qui est venu rendre visite au comte Dracula. Vous l'aurez compris, entre les deux, ça part en sucette en fait, et Dracula transforme Mamuwalde en vampire. Et c'est lui, c'est Dracula, qui lui donne le nom de Blackula, comme une sorte de moquerie. Et en fait, cette première différence montre une dimension que les autres films, qu'ils soient d'horreur ou pas, n'ont pas accordée aux personnes noires. Dans ces films un peu plus classiques, eh bien, les personnes noires ne sont qu'une chose. La mama, le bouffon, le sauvage. Il y a zéro dimension chez ces personnages-là. Alors que là, eh bien, en nous montrant l'origin story de Blackula, eh bien, les réalisateurs nous montrent un personnage plus complexe, un personnage qui a plus de profondeur. Blackula, d'une certaine manière, eh bien, il est prisonnier de sa condition. Et on pourrait dire que les autres vampires sont aussi prisonniers de leur condition de vampire. Ils sont prisonniers de leur bloodlust. Bloodlust, comment tu sais? De leur désir d'assouvir ils sont prisonniers de leur désir d'assouvir. En anglais, c'est plus simple. Ils sont prisonniers de leur bloodlust envy. Tous les vampires sont prisonniers de leur désir d'assouvir leurs besoins de sang. Mais dans le cas du Dracula plus classique, eh bien lui, il assume en fait ce côté-là. Il est un prédateur à 100%. C'est un monstre à 100%. Alors que dans le cas de Blackula, le fait de nous montrer qu'avant c'était un être humain comme les autres et qu'il a été transformé en vampire, eh ben, ça nous montre qu'il a été une proie et qu'ensuite il devient prédateur. Ça montre une sorte de dualité qui le complexifie en fait. Et un autre élément qui vient complexifier le personnage et l'histoire, c'est le choix de l'environnement. L'histoire se passe majoritairement dans un quartier afro-américain à Los Angeles et ça permet aux spectateurs de voir évoluer des personnes noires en dehors des rôles habituels qu'on leur donne au cinéma. Avoir des figurants, des personnages secondaires noirs, ça amène une sorte de nouvelle normalité. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les films classiques à majorité blanche, eh bien, lorsqu'il y a un noir, il est représenté comme l'autre, il est direct pointé du doigt. Qu'il soit vampire ou pas d'ailleurs, qu'il soit monstre ou pas, il sera directement l'autre.
Alors que dans un environnement afro-américain, Mamou Waldé, Blacula, eh bien, ne sera pas pointé du doigt à cause de sa couleur. Si on imagine le même film, le même film, mais au lieu d'évoluer dans un quartier majoritairement afro-américain, Blacula évolue dans un quartier blanc, eh bien l'histoire ne serait pas du tout la même. Dans cette nouvelle version de l'histoire, Blacula aurait à nouveau une seule dimension. Son rôle serait d'être la menace, le monstre de service. Alors que là, si tu mets un vampire noir avec une personne noire, les deux, de par leur couleur, vont se sentir autres dans une société totalement blanche. Mais lorsque tu les mets dans une société à majorité afro-américaine, enfin dans un environnement à majorité afro-américaine, l'élément couleur de peau ne sera plus ce qui va les rendre différents. Il y aura d'autres problématiques, d'autres sujets, d'autres thèmes évoqués. La différence en fait entre les Afro-Américains et les Africains. C'est un thème qui est abordé dans le film, cette différence un peu culturelle, cette sorte de confrontation qu'il peut y avoir aussi entre les Afro-Américains et les Africains. Je vais pas en parler ici, peut-être pour un autre vendredi vintage, qui sait. C'est un thème intéressant et il y a encore plein d'autres thèmes qui sont abordés comme ça dans ce film. Mais bref, le fait de montrer l'origin story de Blacula et le faire évoluer dans un environnement majoritairement afro-américain, eh bien ça rentre dans les critères en fait du courant Blaxploitation, puisque ça montre une autre facette des Afro-Américains au cinéma. Un autre élément qui change des films d'horreur classiques, eh bien c'est la musique de fin. Dans les films d'horreur classiques, la musique de fin, eh bien elle est classique, c'est-à-dire qu'on utilise des instruments style piano, enfin ça fait très orchestre. Ouais, j'ai pas d'autres instruments. Quel autre instrument fait classique, genre? Bref, ça fait très orchestre, tu vois, et ça vient amplifier cette ambiance gothique, sinistre, qui est caractéristique des films d'horreur. Mais dans Blacula, la musique de fin, elle est très groovy, très funky. C'est une caractéristique du courant Blaxploitation, mais pas du tout une caractéristique des films d'horreur. Amener cette dimension groovy, funky dans la musique, eh bien, ça permet d'élargir ce qu'on s'imagine quand on pense film d'horreur. Comme j'ai dit avant, il y a encore plein d'autres éléments qui diffèrent des films d'horreur classiques au sein du film Blacula, que ce soit par rapport au personnage principal, au thème abordé, au combat de fin aussi. Et comme je l'ai dit avant, peut-être que je l'aborderai dans une autre édition de Vendredi Vintage. Who knows? Mais je pense qu'avec les trois choses dont on a parlé, donc l'origin story qui permet de tordre le stéréotype, l'évolution dans un quartier majoritairement afro-américain et le générique de fin, eh bien ça permet de répondre plus ou moins aux questions du début. Est-ce que c'est une bonne idée de représenter les personnes noires dans des rôles tels que des zombies, des vampires, des loups-garous? Eh bien, la réponse évidente, ce serait oui, tu vois, oui. Mais si et seulement si, à condition que ces monstres aient des sentiments, qu'ils soient présentés d'une manière qui n'est pas unidimensionnelle. Parce que dans ce cas-là, eh bien, on retombe dans le stéréotype. On a besoin de toutes sortes de représentations. Mais pour ne pas tomber dans le cliché, dans le stéréotype, lorsque tu fais, je sais pas, un film de vampire avec une personne noire qui évolue majoritairement dans un quartier blanc, eh bien, il faut savoir... Il faut être au courant en fait des stéréotypes qu'il y avait avant et agir en connaissance de cause. Tu peux pas arriver comme ça comme une fleur et faire un film, je sais pas, avec un personnage noir qui est un loup-garou et qui veut s'en prendre à une femme blanche et ne pas penser en fait à l'histoire de cette dynamique entre l'homme noir et la femme blanche. Tu dois savoir, tu dois être au courant en fait que ce que tu fais là, ça risque de... Si tu le fais bien, tant mieux, tu vois. Mais si tu le fais avec trop de facilité... on risque de grincer du corps. Oui, on a besoin de voir des loups-garous, des vampires, des créatures, je sais pas quoi, même des elfes, des fées, tout ça, représentés par des personnes noires, because we need representation. Representation matters, mais de la bonne représentation aussi. Enfin, on a eu des centaines d'années de mauvaise représentation, tu vois, c'est pas maintenant, on n'a pas besoin d'autres représentations de personnes noires sauvages, etc. On l'a déjà, ça fait partie du corpus, on peut évoluer maintenant. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci vraiment d'être resté jusqu'à la fin, ça fait vraiment tout le temps plaisir. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo si ça t'a plu, à partager aussi parce qu'on a besoin de grandir et tout. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez regardé le film Blacula. Et si vous ne l'avez pas regardé, profitez, Halloween, tout ça, on est dans une ambiance un peu spooky. Donc profitez de le regarder. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Vendredi Vintage. So à la prochaine. Allez, salut!